Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 du podcast The Nomadic Lifestyle. Aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre, on va parler de la randonnée sous la pluie parce que l'automne commence et que, il pleut plus souvent l'automne, donc on risque plus souvent d'avoir de la pluie quand on va en randonnée. Et moi, je pense que la pluie, ça ne devrait pas t'arrêter ou t'empêcher d'aller randonner parce que c'est vraiment une autre expérience d'aller randonner sous la pluie et que vraiment, honnêtement, si la pluie t'arrête ou t'empêche d'aller randonner, eh bien, plusieurs mois par année, c'est presque impossible d'aller randonner. Donc, c'est un petit peu dommage d'abandonner cette pratique pendant plusieurs mois juste à cause de la pluie. Donc, je vais te donner aujourd'hui 10 astuces pour randonner sur la pluie, mais sous la pluie. Pas randonner sur la pluie, pour randonner sous la pluie, mais surtout prendre plaisir à randonner sous la pluie parce que oui, ça peut être très plaisant. Si tu doutes, je te donne quelques avantages de randonner sous la pluie. Déjà, les sentiers sont généralement vides parce que la plupart des gens évitent d'aller randonner sous la pluie parce qu'ils ne connaissent pas les trucs que je vais te donner maintenant pour apprécier la randonnée sous la pluie. Et aussi, ça permet vraiment de voir la nature sous une autre façon. Ça a vraiment une ambiance complètement différente, la nature sous la pluie. Les odeurs sont exaltées. C'est vraiment, en tout cas, moi j'aime vraiment l'atmosphère dans la nature quand il pleut. Et voilà, et je pense que c'est vraiment une excellente expérience, une magnifique expérience. Donc voilà, pourquoi je te conseille vraiment d'y aller. Par contre, bien sûr, il faut le faire de manière sécuritaire parce que c'est sûr que la pluie apporte son lot de risques. Bon, il y en a. Je vais te donner des conseils là pour les éviter. Je ne veux pas que tu paniques. Il n'y a pas tant de risques que ça, mais voilà, c'est sûr qu'il faut faire gaffe à certaines choses quand on randonne sous la pluie. Donc, n'hésite pas à partager cet épisode avec des personnes qui n'aiment pas randonner sous la pluie si tu veux les convaincre de partir randonner sous la pluie. Et voilà, on commence tout de suite avec les 10 astuces pour randonner sous la pluie. Donc, première astuce, et qui est là, pour le coup, vraiment par rapport à la sécurité, c'est important quand il pleut, de choisir des itinéraires à basse altitude et non en haute montagne parce que en haute montagne, il y a plus de risques d'orage. Généralement, en haute montagne, il y a presque aucun arbre, aucune couverture. Donc là, on se prend la pluie, mais carrément directement. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu moins agréable et ça peut être aussi dangereux. Donc, on choisit des itinéraires à basse altitude, par exemple dans une forêt, autour d'un lac, entre des petits villages de campagne. Mais voilà, on ne va pas à 3000 mètres d'altitude quand il pleut. En tout cas, sauf si on n'est pas déjà là parce qu'on fait une longue randonnée, mais si on fait juste une randonnée à la journée, on essaie de diminuer les risques et on reste plutôt à basse altitude, genre plus dans une colline pleine. Et voilà, donc ça va éviter les risques s'il y a des orages, voilà, et d'être exposé complètement directement aux éléments. Et si tu ne sais pas trop comment trouver ce genre d'itinéraire, eh bien, je t'encourage à télécharger le guide pour bien débuter en randonnée, qui est un guide gratuit que j'ai créé avec plein de ressources pour t'aider à débuter en randonnée. Et bien là-bas, tu trouveras plus d'une trentaine de ressources pour trouver des itinéraires de randonnée facilement. Donc là aussi, tu pourras trouver des itinéraires en basse altitude qui peuvent très bien se faire quand il pleut. Le lien pour le guide se trouve dans la description de l'épisode, comme toujours.
Mon deuxième conseil pour randonner sous la pluie, c'est, et ça c'est un truc hyper important, et je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de gens qui ne savent pas ça, et c'est vraiment et très important à savoir, quand on commence à randonner, et même si on randonne depuis plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais le coton, c'est une matière à éviter le plus possible en randonnée, sauf si on va randonner dans des pays genre hyper chauds, genre dans des déserts ou des trucs comme ça, où là, c'est bien. Mais à part ça, le coton, c'est vraiment à éviter le plus possible en randonnée parce que c'est un tissu qui est très, très, très difficile à faire sécher une fois mouillé et qui reste froid une fois mouillé. Donc, le risque avec ça, c'est que si tu mets un chandail, un t-shirt en coton, que tu sues ou qu'il est mouillé à cause de la pluie et tout, il va te garder au froid. Il va pas te garder au chaud. Et donc, ça peut, si ça dure pendant plusieurs heures et qu'il fait en plus froid à l'extérieur, qui vente et tout, ça peut éventuellement te mener à l'hypothermie. Bon, c'est un peu extrême, hein, c'est pas, genre, c'est pas automatique, mais c'est vrai que, si tu pars pour plusieurs heures randonnée, le coton, c'est à éviter le plus possible. D'ailleurs qu'il pleuve ou pas, parce qu'on sait jamais en montagne, par exemple, quand la température va changer. Mais voilà, c'est vraiment, à éviter pour éviter que ça te garde au froid et que ça te garde mouillé pendant plusieurs heures, ce qui est en plus hyper désagréable. Donc voilà, on privilégie au lieu du coton, des tissus synthétiques, hein, genre du polyester, du nylon, du lycra. C'est généralement des tissus qui sont très, très abordables, faciles à trouver, et ils ont aussi l'avantage de sécher très, très rapidement. Par contre, ils dégagent des odeurs rapidement, dans le sens que l'odeur de sueur est assez désagréable et genre dégueulasse, honnêtement, dans des chandails synthétiques. Et c'est pas les plus écologiques, mais voilà, c'est hyper facile de les trouver. Ils sont vraiment pas chers, donc c'est vraiment une bonne alternative. Ben, moi-même, hein, j'ai plein de... Ben, pas plein, mais j'ai quelques chandails en tissu, en synthétique pour randonner, et c'est hyper pratique, et je les aime, ben ouais, je les trouve hyper pratiques, quoi. Sinon, tu peux aussi privilégier des fibres naturelles comme la laine mérino, le bambou ou le lyocell, qui sont des matières plus éco-responsables, donc qui ont moins d'impact sur l'environnement, surtout en termes de dégradation. Ils se dégradent plus rapidement que les tissus synthétiques, qui peuvent prendre plusieurs centaines, voire milliers d'années à se dégrader. Et ensuite, en plus, elles repoussent l'humidité, ou à tout le moins, elles maintiennent leurs propriétés isolantes même si elles sont mouillées. Donc, par exemple, la laine mérino, même si elle est mouillée, elle va pas te donner cette sensation de froid. Elle va te garder au chaud même si le tissu il est mouillé. Contrairement au coton qui va te donner froid une fois qu'il est mouillé. Par contre, c'est vrai que les vêtements en fibres naturelles, surtout les vêtements techniques, sportifs en fibres naturelles, sont souvent vraiment plus chers que le synthétique. Et elles sont aussi moins durables. Elles se brisent plus rapidement. Non, il y a un mot là qui me vient pas en français. Mais voilà, genre, des chandails en laine merino ne vont pas durer aussi longtemps que des chandails synthétiques. Donc voilà, c'est quand même un investissement plus gros et qui dure moins longtemps que le vêtement synthétique. Donc, si tu débutes dans la randonnée, moi, je te conseille quand même de passer plus pour les tissus synthétiques. Par contre, ben voilà, on n'en achète pas des tonnes pour réduire un peu son impact sur l'environnement. Ensuite, troisième conseil, hein, ça peut paraître assez évident, mais bon, je le dis juste au cas où. C'est important d'utiliser des vêtements imperméables quand on va randonner sous la pluie. Il faut avoir au minimum une veste imperméable, mais il y a plusieurs autres vêtements imperméables qui peuvent être un gros plus pour rendre votre sortie sous la pluie plus agréable, et vous garder au sec plus longtemps. On peut mettre, par exemple, il y a des pantalons qui sont imperméables, ou on peut mettre un surpantalon, donc qu'on met au-dessus de son pantalon de randonnée ou de ses shorts, hein, d'ailleurs. On peut avoir des chaussures imperméables, genre avec des membranes en Gore-Tex et tout, bien que, voilà, moi, je ne les conseille pas. J'avais moi-même des chaussures en Gore-Tex, mais le problème, c'est que, alors, si vous ne faites que des randonnées la journée,
c'est pas un problème. Les chaussures en Gore-Tex vont vous garder les pieds un peu plus au sec plus longtemps par rapport à des chaussures qui n'ont pas de Gore-Tex. Mais, pardon, hein, je dis Gore-Tex comme si tout le monde savait ce que c'était. C'est une membrane qui permet de rendre le tissu hein, imperméable, mais qui laisse quand même passer la vapeur ou genre la sueur en gros. Donc, ça les rend quand même respirantes. Mais voilà, le problème avec les chaussures en Gore-Tex ou avec une membrane, c'est que une fois qu'elles sont mouillées, ça prend des jours à sécher. Donc voilà, si c'est que pour la randonnée à la journée, ça peut le faire. Pour des randonnées sur plusieurs jours, moi personnellement, je le conseille pas. C'est mieux d'avoir des chaussures sans membrane qui, oui, vont se mouiller très rapidement, mais qui vont sécher beaucoup plus rapidement. Donc c'est quand même mieux par rapport à avoir des chaussures qui restent mouillées pendant des jours, quoi. Vous pouvez aussi avoir des chaussettes imperméables qui sont comme en néoprène et tout. Je les ai utilisées quelques fois sur le Camino l'année passée et c'est vrai que ça garde, c'est assez surprenant à quel point ça garde les pieds au sec. Donc ça peut être une alternative. Moi, j'avais justement mes chaussures sans membrane et avec des chaussettes en néoprène et vraiment, ça m'a gardé les pieds au sec les 2-3 jours où on a eu de la pluie sur le Camino. Donc ça peut être une excellente combinaison. Et ensuite, ben aussi des gants ou des moufles imperméables. Moi, ça, j'avais aussi pris pour le Camino parce que j'en avais pas avant. Et c'est vrai que avoir les mains mouillées et gelées, c'est genre une des pires sensations au monde. En tout cas, selon mon avis, mon humble avis. Et donc, avoir juste des surgants ou des gants carrément, ou des moufles, hein, des mitaines, comme on dit au Québec, imperméables, c'est vraiment bien. Ça prend aucun espace, c'est hyper léger. Mais voilà, ça ajoute un degré de confort non négligeable. Et voilà, donc avoir des vêtements imperméables, c'est une excellente idée sous la pluie, hein? Ben, je vais te donner quelques conseils pour choisir une bonne veste de pluie. Bonne veste de pluie, je veux pas dire qu'il faut nécessairement payer 700 € pour une veste, mais comme c'est vraiment un élément essentiel, selon moi, l'ordre, comme j'en parlais dans l'épisode 2 sur le matériel essentiel à avoir pour randonner, pour moi, les chaussures sont le premier investissement à faire quand on commence à randonner. Le sac à dos, c'est le deuxième, mais le manteau de pluie, c'est le troisième parce que ça te protège contre les éléments. Et avoir un bon manteau de pluie, ça va vraiment faire la différence dans le confort quand tu vas aller randonner. Moi, quand j'ai débuté en randonnée, mais même avant que je m'intéresse à la randonnée, d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle je détestais la randonnée avant, j'avais pas le matériel adéquat. Genre, c'est sous la pluie, si t'as pas une bonne veste qui permet quand même de respirer tout en te gardant ben, à l'abri de la pluie, c'est que ça te fait un effet de serre et t'as super chaud en dessous, tu transpires et au final, t'es plus mouillé en dessous par ta propre sueur que par la pluie. Et c'est vraiment genre un feeling vraiment dégueulasse, vraiment pas agréable. Donc, avoir une bonne veste de pluie, ça permet vraiment d'augmenter le confort et de vraiment plus apprécier ses sorties sous la pluie. Donc, voilà. Après, si t'as pas l'argent pour investir dans une bonne veste, voilà, n'importe quelle veste imperméable, fais l'affaire et voilà, tu auras l'effet de serre et ben, c'est pas grave, hein, on survit, c'est juste pour quelques heures. Mais voilà, si tu veux te prendre une bonne veste, moi, je te conseille de prendre une veste si tu as un petit budget, c'est pas nécessaire d'avoir une veste hyper respirante, justement avec le Gore-Tex, là, ou les membranes similaires dont je te parlais, qui coûtent généralement au moins 150 € et plus. Mais je te conseille de prendre au moins un manteau, ben, une veste imperméable qui a des fermetures éclairs sous les aisselles. Donc ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, même plus que la membrane Gore-Tex, je dirais c'est ce qui permet le plus de mieux réguler sa température sous la veste. Donc vraiment, les fermetures éclairs sous les aisselles pour pouvoir mieux réguler la température et aérer quand on en a besoin. Des velcro aux manches, parce que là, même chose, ça va permettre de faire passer plus ou moins d'air sur les bras. Un élastique à la taille, même chose, plus ou moins d'air qui passe sous la veste. Et un capuchon ajustable pour pouvoir ben, régler bien sur la tête et que l'eau ruisselle ben, sur le capuchon et non dans notre visage, ce qui est vraiment désagréable, surtout si tu as des lunettes comme moi. Mais voilà, donc ça, c'est pour moi, si tu as vraiment un petit budget, que tu peux pas te prendre une bonne veste, une veste avec une membrane qui sont généralement plus chères. Déjà, une veste de base avec ces caractéristiques-là, ça va vraiment déjà aider énormément.
Ensuite, si tu as un plus gros budget, que tu es prêt ou prête à investir dans une bonne veste, eh bien là, je te conseille de regarder du côté des membranes hyper-respirantes qui vont apporter un confort supplémentaire. Mais bon, un jour, je vais faire un épisode complet sur le choix d'une veste. En tout cas, dis-moi si ça t'intéresse, hein. Moi, je pensais le faire, mais si ça t'intéresse pas, dis-le moi. Et si ça t'intéresse, dis-le moi aussi. Comme ça, je le ferai le plus tôt possible. Mais voilà, juste une bonne veste, ça fait vraiment une grosse différence, moi, je trouve, en termes de confort et de bonne expérience pour randonner sous la pluie. D'ailleurs, hein, les Allemands disent quelque chose du genre « il n'y a pas de mauvaise météo, juste du mauvais équipement », un truc comme ça. Et ça s'applique exactement à tout, voilà, ce conseil sur avoir de l'équipement imperméable et tout. Ça permet vraiment de plus profiter et de mieux profiter de la pluie et de la randonnée sous la pluie. Mon quatrième conseil, encore en lien avec les vêtements, c'est d'utiliser le système multicouche pour éviter l'effet de serre. Donc, je te l'ai dit un petit peu, c'est quoi l'effet de serre là, en parlant de la veste. C'est le fait que, en fait, si les vestes ne respirent pas, on sue plus et donc on devient mouillé, pas par la pluie, mais par notre propre la propre chaleur que nous émettons. Et donc, pour éviter cet effet de serre, comme je t'ai dit déjà, une bonne veste, mais aussi utiliser le système multicouche. Ça, c'est vraiment hyper important et c'est d'ailleurs une technique élémentaire et super importante à connaître quand tu fais de la randonnée, mais n'importe quel sport de plein air ou même, voilà, n'importe quel sport où il y a beaucoup de changements de température ou des cardio aussi. C'est vraiment, moi, c'est une technique que j'utilise et même en voyage, hein, c'est une technique que j'utilise vraiment en général pour m'habiller. Donc, j'ai pas beaucoup de vêtements et que des conditions météo sont différentes. Donc, j'ai fait un épisode complet, l'épisode numéro 5, pour t'expliquer le système multicouche. Donc, je vais pas te refaire l'épisode ici, mais en gros, c'est le fait de réguler bien les couches que tu portes sur toi pour éviter d'avoir trop chaud. Donc, par exemple, si des fois ça arrive, en même l'été, d'aller randonner, il fait 25 degrés, il se met à pleuvoir et voilà, là, on va évidemment juste mettre notre t-shirt à manches courtes sous notre veste de pluie pour éviter d'avoir trop chaud et de suer trop. Par contre, l'automne, déjà, là, c'est un peu les shoulder season, les saisons, les entre-saisons, là, genre le printemps, l'automne et tout, où des fois, on a des changements de température, des gros écarts de température au cours de la journée et tout. Eh bien, c'est bien de réguler les couches. Peut-être que le matin, par exemple, on met sous notre veste de pluie une polaire, en plus de notre t-shirt, mais au courant de l'après-midi, là, il fait beaucoup trop chaud, donc on enlève la polaire pour seulement avoir le t-shirt. Donc voilà. En gros, on régule les couches qu'on porte pour éviter d'avoir trop chaud. Dès qu'on a trop chaud, on enlève une couche. Bien sûr, une fois qu'on est juste avec le t-shirt et la veste de pluie, c'est là où entre en jeu ce que je vous disais tantôt, là, les velcro aux manches, les zips sous les bras, etc., pour essayer de réguler encore plus la température sous la veste. Bon, mon conseil numéro 5, c'est encore sur les vêtements. Je pense que tu as compris. Les vêtements, c'est un élément clé pour bien randonner sous la pluie, hein? Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'apporter un rechange au moins de chaussettes et de gants moufles, slash moufles, au cas où ils deviennent trop mouillés, parce que c'est généralement les deux parties du corps qui deviennent, qui se mouillent le plus rapidement et qui sont aussi les plus désagréables à avoir mouillés. Et surtout les pieds aussi. Une fois que tu as les pieds mouillés, c'est difficile de rester au chaud. Donc, c'est hyper important d'essayer de garder le plus possible les pieds au sec. Donc, voilà. Et moi, j'apporte généralement un rechange de ça dans mon sac à dos. Et aussi, quand je sais qu'il va pleuvoir, j'aime bien apporter un rechange de vêtements pour éviter d'être mouillé durant le voyage du retour. Par exemple, s'il faut prendre l'auto ou même des transports en commun et tout pour aller randonner, si tu dois faire 1 heure dans tes vêtements mouillés au retour, c'est vraiment hyper désagréable. Donc, apporter un rechange pour pouvoir être au sec. Et même aussi, hein, durant la randonnée, si on voit qu'on est vraiment trop, trop, trop mouillé, ça peut être une bonne idée de changer les vêtements pour être plus au sec. Ensuite, conseil numéro 6, ça c'est pour protéger
ton sac à dos et les éléments que tu apportes de la pluie, c'est important d'avoir soit une housse de pluie sur ton sac à dos, ce qu'on appelle en anglais un rain cover, et ou de placer tes objets de valeur, par exemple ton téléphone, ton portefeuille, tout ce qui ne doit pas être mouillé, dans des sacs imperméables, genre des sacs Ziploc là, avec la fermeture hermétique, ou des sacs étanches faits expressément pour le plein air, qui sont ben voilà, étanches et qui permettent d'être utilisés aussi dans d'autres activités ou dans d'autres occasions. Donc, si tu veux faire beaucoup de plein air, ça peut être une bonne idée d'acheter ces sacs étanches qui, ben, déjà aussi sont plus écologiques parce qu'on peut les réutiliser vraiment des centaines de fois, alors que le Ziploc, au bout d'un moment, il faut le jeter. Mais voilà. Et comme moi, j'aime bien, il y a un dicton en anglais que je trouve hyper intéressant qui dit Three is two, two is one, and one is none. Donc, 3, c'est 2, 2, c'est un, et un, c'est comme rien ou zéro. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est le fait de, pour tout ce qui est important, tout ce qui permet comme de protéger ou de sécurité et tout, il faut toujours avoir au moins 2 ou 3 façons de protéger. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime bien avoir la housse de pluie sur mon sac, qui par contre, ou un poncho hein, aussi, j'ai oublié de le mentionner, c'est le poncho aussi qui permet de couvrir toi-même et ton sac à dos. Tu peux mettre aussi une housse sur ton sac à dos. Moi, j'aime bien, genre sur le Camino, j'avais fait de la combinaison housse sur mon sac, poncho et même les choses importantes dans des sacs hermétiques. Hein. Ça, c'est vraiment le principe. Là. Three, par exemple, là, on a 3 façons de protéger le sac à dos. Donc là, ça veut dire que c'est presque impossible que mes choses se mouillent, hein, parce que c'est vraiment... ben, il y a 3 barrières à la pluie. Mais voilà, parce que juste le rain cover, le problème, c'est que l'eau ruisselle entre toi et ton sac à dos et donc s'infiltre éventuellement dans le sac à dos. Donc, c'est pas un moyen qui est hyper efficace. Aussi, une technique genre hyper low cost, c'est de juste prendre un gros sac de poubelle, mais un peu, ben, quand même un peu épais, là, pas les ceux genre qui sont super minces, mais un peu rigides pour que ça puisse ben, durer longtemps et tout. Et juste mettre un sac de poubelle, mettre toutes les choses de ton sac à dos, ben, mettre en gros comme un liner, comme une housse dans ton sac. Tu mets le sac de poubelle, tu mets toutes tes choses dedans et tu le refermes bien. Et comme ça, ben, tu as tes choses qui sont protégées aussi. Donc voilà, mais on essaie de garder le plus possible ces choses au sec parce que sinon, ben voilà, c'est un peu galère. Ensuite, 7e conseil, ça c'est pour la sécurité. Vraiment important, de toute façon, qu'il pleuve ou pas, ça c'est toujours important à faire, mais télécharge l'itinéraire que tu planifies de faire en mode hors ligne sur ton téléphone pour pouvoir l'utiliser si tu n'as pas de réseau. Et dans le cas de la pluie, je te conseille vraiment d'apporter une carte papier ou tu peux même juste faire imprimer hein, ton itinéraire en papier et apporter une boussole que bien sûr tu sais utiliser. Donc ça, c'est un autre ça, c'est une autre histoire, mais voilà, apprends aussi à utiliser une boussole si tu veux partir en randonnée. Mais voilà, c'est important d'avoir aussi la carte et la boussole parce que la visibilité peut être vraiment réduite quand il pleut et donc ça peut rendre la navigation plus difficile. Donc là encore, c'est mieux d'avoir 2 façons de naviguer pour être sûr que tu ne te perds pas s'il y a genre du brouillard ou si la visibilité, elle est vraiment réduite. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, autre chose qu'on fait toujours, pluie ou pas, n'oublie pas de donner ton itinéraire à quelqu'un au cas où quelque chose t'arrive. Quelqu'un sait au moins, plus ou moins où tu devais aller et à quelle heure tu devais rentrer. Et donc, ça facilite les recherches en cas de problème. Numéro 8. Apporte une boisson chaude dans un thermos pour te réchauffer quand tu t'arrêtes. C'est vraiment hyper réconfortant d'avoir une boisson chaude. Ça peut vraiment remonter le moral. Et en plus, ben, ça te réchauffe toi et ça te réchauffe aussi les mains. Donc, ce qui arrive souvent quand il pleut, il fait froid et tout, donc on a les mains plus gelées et nous-mêmes, on a plus froid. Donc, avoir une boisson chaude, ça permet vraiment
de se réchauffer de l'intérieur. Et en plus, quand il fait froid, on a tendance à moins boire parce que, voilà, il fait moins chaud et tout. Mais voilà, surtout avec l'effet de serre de la veste, on sue énormément, même si il pleut et qu'il fait froid. Donc, c'est important de rester hydraté. Et donc, avoir une boisson chaude, réconfortante, ça t'encourage à boire plus de liquide, ce qui est vraiment génial. Ensuite, conseil numéro 9, fais attention où tu marches quand tu randonnes sous la pluie parce que, bien sûr, les sentiers sont beaucoup plus glissants. Il y a beaucoup plus de bouettes, de boue. Hein, boîte, on dit ça au Québec, la boue et tout. Dans ces cas-là, les bâtons de marche sont hyper utiles parce qu'ils permettent d'avoir une meilleure grip, une meilleure adhérence si le terrain il est glissant. Un truc hyper important, là aussi, j'ai fait tout un épisode sur les principes du sans trace, du leave no trace. Quand il pleut, même si, c'est pas hyper agréable de marcher dans la boue et tout, il faut vraiment éviter de sortir des sentiers s'ils sont boueux, parce que ça cause l'élargissement des sentiers. Et donc, la destruction de la végétation, ça a un impact vraiment hyper durable et néfaste sur les sentiers. Donc, si un sentier est trop boueux pour y marcher, change d'itinéraire. Ne continue pas sur un itinéraire qui est trop boueux pour avancer en disant « non, mais je vais juste passer à côté au lieu de ça ». Non, parce que tu vas vraiment créer un gros impact sur l'environnement et ça, on essaie de l'éviter le plus possible quand on randonne. Et mon conseil numéro 10, bien sûr, c'est de t'amuser. Comme je disais au début de l'épisode, la nature est vraiment différente sous la pluie. C'est vraiment magnifique de la voir dans ces conditions. Donc, il faut vraiment, juste se dire que c'est juste pour quelques heures. Même si c'est pas les conditions les plus agréables pour randonner, il y a vraiment des aspects positifs et juste essayer de, admirer la nature et se dire que t'es chanceuse ou chanceuse d'être là, de pouvoir faire de la randonnée, d'apprécier la nature et voilà, juste profites-en. Et comme je te disais avant, hein, les Allemands ils disent « il n'y a pas de mauvais temps, juste des mauvais habits ». Donc, la pluie ne devrait pas t'empêcher de partir randonner. Profites-en un max et je te jure, tu vas apprécier randonner sous la pluie si tu mets en place les quelques conseils que je t'ai dit aujourd'hui. C'est vraiment une belle expérience. Donc, je t'encourage à l'essayer cet automne ou si tu écoutes ce podcast plus tard dans l'année ou même parce qu'il pleut dans d'autres saisons que l'automne. Hein. Mais voilà, vraiment, profite de la randonnée sous la pluie. Et si tu mets en place certaines des astuces et que tu veux me faire un retour, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et voilà. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te laisse avec une magnifique citation de Bob Marley qui est so on point. Et qui dit, du coup, « Some people feel the rain, others just get wet ». Donc, en français, certaines personnes ressentent la pluie ou sentent la pluie et d'autres sont seulement mouillées. Ça sonne quand même plus poétique en anglais, je trouve, par rapport au français. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit en anglais. Mais voilà, en gros, profite de la pluie. Et ne pense pas juste au fait que tu es mouillé et tout. Vraiment, essaie de voir au-delà et tu verras que tu apprécieras beaucoup tes randonnées sous la pluie. Voilà, bon, je te souhaite de belles aventures et on se retrouve pour un prochain épisode très prochainement. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.